Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Dans le cadre de notre mois spécial ado, j'avais envie de parler de sujets aussi joyeux. Car oui, l'adolescence est souvent associée à certes des grands bouleversements, mais aussi de nombreux maux, l'addiction aux écrans, la perte de repères pour l'orientation scolaire, la santé mentale, etc. Alors aujourd'hui on parle d'amour. Souvenez-vous de votre première histoire d'amour ? Notre psy préféré nous éclaire sur les premières relations amoureuses qui peuvent certes être vécues avant l'adolescence, mais aussi les tout premiers chagrins d'amour. Pourquoi ces relations sont-elles souvent vécues si intensément ? Pourquoi est-ce important pour les futures relations à l'âge adulte ? Un beau sujet que je suis ravie de vous présenter aujourd'hui. Bonjour Florence. Bonjour Stéphanie. Je te retrouve à nouveau pour un épisode ensemble. Pour te présenter brièvement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es psychologue auprès des enfants, des adolescents et de leurs parents. Tu es formatrice, conférencière et aussi auteure de 35 livres, tu m'as même dit. C'est énorme. Et je t'accueille aujourd'hui pour cet épisode dans le cadre de notre mois spécial ado. Et quand on parle d'ado, et notamment des relations amoureuses puisque c'est notre thème du jour, généralement on aborde ce sujet directement du point de vue de l'intimité et de la sexualité. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie que l'on parle de sentiments et évidemment de l'un des plus beaux, c'est l'amour. Et donc j'aimerais qu'on parle des relations amoureuses et des enfants. Et j'aimerais avoir ton avis notamment sur une question qui m'est venue et lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai cru voir qu'il était déconseillé aux enfants de leur demander cette fameuse question qu'on leur pose tout le temps, qui est « Est-ce que tu as un amoureux ou une amoureuse ?» Qu'est-ce que toi tu penses de cette fameuse question qu'on leur pose souvent ? Alors c'est vrai que c'est une question que souvent ils n'aiment pas parce que ça paraît un peu intrusif. Après, je crois que c'est plutôt la façon dont on pose la question qui est importante plus que la question en elle-même. C'est-à-dire on a le droit de lui demander et puis l'enfant a le droit de ne pas répondre s'il n'a pas envie. Mais souvent quand c'est associé à une espèce de taquinerie ou « T'es sûr, il n'y a pas quelqu'un qui est beau à l'école ?» ou on a souvent le ton de voix, on entend comme ça que c'est pas forcément une moquerie, mais on taquine un petit peu. Et évidemment, pour l'enfant, ce qui est compliqué, c'est que c'est vraiment, ça touche à la pudeur de ses sentiments. C'est la première fois, il comprend pas toujours ce qui lui arrive, c'est gênant. Et puis souvent, je crois que dans les premières fois, quand on se sent un peu amoureux, il y a cette espèce de vulnérabilité aussi que nous on connaît maintenant adultes, mais c'est pas facile de se dire qu'on se réveille un matin et que on a que Dieu pour quelqu'un d'autre et ça nous rend oui fragile ou on a envie de rougir ou on a peur d'être rejeté aussi parce que souvent associé à l'amour, ça on est des êtres humains, hein, c'est souvent associé à mais si lui ou elle ne m'aime pas en retour, s'il me trouve pas assez beau, assez belle, et si ça dure pas, etc. L'enfant aussi ressent ça, même à la maternelle, hein, quand ils se disent est-ce que tu peux lui dire que je suis amoureux ou amoureuse de lui, ça lui fait peur, il vient se cacher parfois, il demande à un camarade de le dire. Tout petit, il y a cette espèce de sentiment d'amour mêlé à la peur ou la gêne que ça fonctionne pas. Donc évidemment, le fait de poser la question de manière un peu taquine, même si c'est pas très grave, on le fait aussi comme on peut en tant que parent et on n'est pas obligé de contrôler chaque phrase qu'on dit. Et si on le dit, on le dit. Et puis simplement, on se réajuste si on voit que c'est gênant pour l'enfant parce que je crois que pour nous adultes, ça nous amuse parce qu'on trouve ça mignon, mais à la fois, je crois que parfois on n'y croit pas trop. C'est des amours d'enfants, donc c'est des petites amourettes, même des amours d'ado. Quand l'ado est là et que il parle de son amoureux ou son amoureuse comme un demi-dieu, nous, ça nous fait rire parce que on, on pense que ces amours-là, c'est des petites, voilà, c'est des petits sentiments sans lendemain, alors qu'en réalité, au contraire, je crois que c'est pendant l'adolescence que les amours sont parfois les plus forts parce que l'ado s'ouvre à 100% pour l'autre. Il n'a aucun filtre. Ah, il n'y a pas de cette retenue. Il n'essaye pas d'avoir
de savoir si la personne correspond à ses standards de vie, si il a des bons diplômes, si les beaux-parents sont bons, ou je ne sais quoi. Ils s'ouvrent à 110%, et c'est une forme d'amour qui est très très puissante. Et d'ailleurs, on le voit souvent. Bon, là, c'est un peu moins drôle, mais les suicides aussi qui peut être, ou les tentatives de suicide, pas chez tout le monde, mais c'est juste pour donner une image. C'est quand même à l'adolescence de dire il ne m'aime pas, ou la relation n'a pas fonctionné. J'ai envie d'en mourir. Donc, peut-être juste avoir en tête de, même si ça nous fait rire, que les premiers amours, même tout petits, sont des vraies formes d'amour. Et qu'il n'y a pas forcément à en rire, même si bien sûr qu'on a envie de partager avec son enfant et de savoir ce qui le rend heureux, mais d'y aller aussi pas à pas, parce que pour lui, c'est un chamboulement émotionnel d'être amoureux. Donc tu penses qu'on peut être amoureux dès le plus jeune âge? Ah oui, moi je le vois tout petit. Alors évidemment, à la crèche, on ne va pas dire que l'enfant est vraiment amoureux, ou au sens où nous on l'entend adulte, mais quand par exemple il y a en fait, ce qui est compliqué, c'est que dès l'enfance, il y a l'amour qui est mêlé au repère. Ça, je l'ai beaucoup observé aussi, même chez les enfants de maternelle ou primaire. C'est-à-dire que à la fois, l'enfant dit qu'il est amoureux. Parfois, ça dure même plusieurs années, même quand bien même il est juste en maternelle. Mais surtout, s'il y a une difficulté à la maison, ou si il a un fonctionnement symbiotique, par exemple, et que la petite fille ou le petit garçon vient tous les jours, ça devient vraiment le repère pour l'enfant. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, il ne joue plus, parfois il ne mange plus, il est complètement perdu. Et ça, j'ai pu l'observer même en crèche. Alors, c'est pas chez tous les enfants, bien sûr, mais quand il y a vraiment une amitié ou une petite amourette, ou en tout cas un sentiment fort qui se lie, même si évidemment on ne peut pas encore une fois parler d'amour au sens où nous on l'entend, mais en tout cas quand l'enfant n'est pas là, l'enfant refuse de jouer toute la journée et va se réouvrir quand l'autre sera là. Donc par rapport à ça, on n'est pas tous égaux, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui iront vers l'amour bien plus tard parce que ça les intéresse pas du tout, il y a la stabilité familiale, amicale, ils ont envie de jouer, donc les amours ce sera pour plus tard. Et puis d'autres, ce sera finalement assez tôt. Vraiment cette recherche de l'autre, cette recherche de la validation aussi de l'autre, d'être bien vu dans le regard de l'autre, être amoureux de l'amour avec l'importance des baisers par exemple. Voilà, mais ça j'ai envie de dire, c'est presque intrinsèque, même si ça change avec l'âge, mais on peut observer que même pour les adultes, il y a des adultes qui sont contents d'être en relation, mais qui vont pas avoir cette intensité d'amour, ou cette intensité, cette passion, qui vont avoir des relations plutôt raisonnables, entre guillemets, ou même presque amicales. Et puis d'autres, au même âge, qui vont avoir vraiment besoin de vivre intensément ces sensations, cette relation, où ils vont mettre la famille au centre, par exemple. Voilà, c'est chacun va trouver un équilibre, mais je crois qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'amour et notre envie d'aimer. C'est-à-dire chacun va placer son curseur là où il en a envie. Et chez les enfants, ça se voit aussi. C'est-à-dire vraiment, on a des enfants qui nous parlent d'amour, qui sont vraiment amoureux, ils en parlent tous les jours, et c'est vraiment pour eux leur amoureux ou leur amoureuse. Et qu'est-ce que tu penses des enfants qui disent être amoureux de leurs parents? Alors souvent, il y a vers la fin de l'Oedipe, autour de 4 ou 5 ans, l'enfant va dire moi plus tard j'épouserai mon papa, ou j'épouserai ma maman, tout simplement parce que c'est la seule personne qu'ils connaissent autour d'eux, et il y a vraiment ce lien qui dit mais si un jour je serais amoureuse, ce serait forcément avec quelqu'un que je connais et en qui j'ai confiance. Mais ça, c'est des phrases qui durent pas longtemps. Souvent, les enfants le disent 2 ou 3 fois, peut-être un peu plus, mais ça montre juste que ça y est, ils vont bientôt passer à un autre stade. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que juste après ce stade de je suis amoureux de mon papa ou de ma maman, quelques semaines, quelques mois après, ils vont commencer à pouvoir avoir peut-être leur premier amour à la maternelle, par exemple, où ils vont commencer à observer que le garçon est un garçon. Alors des fois, ils observent voilà, que le sexe est différent, qu'ils sont différents, donc il y a une espèce d'exploration, même juste fantasmatique, mais en tout cas, c'est le moment où ils réalisent qu'ils sont vraiment un petit garçon ou une petite fille, ou en tout cas qu'ils sont différents de l'autre, que il va y avoir une envie de découvrir l'autre, en fait. Ça peut être le même aussi, hein, mais en tout cas, l'autre en tant qu'autre. Peu importe après la personne en face, mais il va y avoir
cette découverte. Et souvent, c'est après justement cette phase où ça y est, l'enfant va en quelque sorte se détacher fantasmatiquement de son parent parce qu'il voit bien que le papa ou la maman ou les papas et les mamans appartiennent, sont ensemble et l'enfant il peut pas être au milieu. Alors il va chercher à l'extérieur cette nouvelle forme d'amour. Mmh. Comment est-ce qu'on parle d'amour aux enfants? Alors ça, c'est difficile comme question, parce que parfois on n'est pas toujours à l'aise pour en parler, mais je crois que parler d'amour, c'est surtout, écouter. Vraiment, écouter vraiment, ça veut dire, regarder, prendre le temps de sourire, donner des silences et de laisser la place à l'enfant d'exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer, sans chercher, à lui donner des conseils, par exemple, sur sa relation amoureuse, sur, vraiment l'écouter là où il en est lui. Donc si pour lui, par exemple, pour une amour, d'adolescence, c'est quelque chose de très fort et ben, c'est de respecter ça et de comprendre que peut-être même que plus tard ce sera même son mari ou sa femme, on ne sait pas, mais de respecter vraiment le sentiment de l'ado ou de son enfant pour qu'on n'ait pas besoin de lui parler d'amour, mais qu'il ressente l'amour, ce qui est un peu différent. Ouais. Quand tu dis, qu'on n'a pas besoin de leur parler d'amour, est-ce que ça veut dire que, on doit se priver de parler de sa propre histoire d'amour en tant que parents, encore ensemble, dans le cas où les parents sont encore ensemble? Ou, au contraire, est-ce que tu conseilles, d'illustrer l'amour aussi, à travers la relation des parents? Alors ça, pour moi, c'est 2 choses. Quand je dis pas parler d'amour, c'était pas dans ce sens-là, c'était plutôt, on n'est pas obligé d'avoir une pédagogie de l'amour Ouais. pour savoir qu'est-ce qu'il faut leur dire, pas leur dire. C'était plus dans ce sens-là. Bien sûr qu'on peut leur parler d'amour, on peut leur parler de la relation. Souvent les enfants adorent, il y a une période où, ils ont besoin d'ailleurs de savoir, mais à quel moment papa et maman ou mes parents, maman et maman, qu'importe, ils sont tombés amoureux. À quel moment? Comment ça s'est passé? Ils adorent qu'on leur raconte ça, parce que pour eux, c'est le moment aussi où plus tard ils sont nés dans l'amour, ils ont besoin de comprendre aussi, comment ça s'est passé. Même si ça s'est pas très bien passé, il y a toujours une part où, à un moment donné, même si les parents sont divorcés, c'est pas grave parce qu'au moment où il est né, il y avait quelque chose. Il y avait un espoir, il y avait un désir, il y avait, donc on peut leur parler, bien sûr, de la relation, mais souvent, c'est eux qui posent les questions. On n'est pas obligé, en revanche, pour un adolescent, c'est un peu différent parce que, hem, déjà, même si on a envie de les protéger, ils ont besoin de vivre leur première expérience, même si la relation, on va dire, est un petit peu, toxique, au sens large du terme, c'est-à-dire, je t'aime plus, ils se font du mal et cetera. On peut pas toujours intervenir tout de suite parce que l'ado a aussi besoin de faire son expérience. Par contre, c'est de se positionner non pas comme un parent qui parle d'amour, parce que ça, c'est toujours un peu gênant pour les ados, ils sont pas toujours à l'aise, mais plutôt comme un ami qui parle à un autre ami. Dans le sens où on se positionne pas comme un expert, parce qu'on n'en sait rien de ce que notre ado vit, mais plutôt on lui parle de dire: «Mais voilà, qu'est-ce que toi tu ressens, quand il te fait ça? Est-ce que pour toi c'est ça vraiment l'amour? Est-ce que tu as l'impression que tu souffres plus que ce que tu n'es heureux?» Tout simplement l'aider à prendre conscience aussi de ce qu'il est en train de vivre quand c'est compliqué, sans forcément dire à l'ado, «Quitte-le», en fait. Parce que ça, il a pas besoin de nous, hein. L'ado ou l'enfant fera son chemin aussi si, la relation, est compliquée. Mais souvent, je trouve qu'en tant que parent, il y a toujours cette idée de protéger son enfant avant même qu'il vive les expériences, mais ça, c'est pas possible. On voit bien que nous, adultes, quand on est dans une relation, toxique, peu importe la forme, ou tout simplement une relation qui fonctionne pas, on n'a pas notre meilleur ami qui vient nous dire: «Bah, écoute, quitte-le». On dit: «Ah oui, tu as raison. Bon, bah, allez, demain je non, c'est une vie pour comprendre qu'il Ouais. faut avoir confiance en soi et qu'on a le droit d'exister, hein. Ça met parfois 40 ou 50 ans, hein. Donc on Mmh. peut pas demander aux ados ce que nous, adultes, on n'est pas capables de faire. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on a une idée comme ça, mais la réalité, c'est que peut-être qu'il va vivre des relations très compliquées et que c'est cette relation compliquée qui va l'aider à comprendre justement et faire ce choix en profondeur d'aller un jour vers quelqu'un d'autre. Même si évidemment on a envie, on a envie que ça se passe bien, mais je crois que notre rôle de parent, c'est surtout, d'accueillir l'enfant ou l'ado là où il en est lui. Et justement, s'il en est, au fameux, 1er chagrin d'amour,
Comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Alors, un premier chagrin d'amour, c'est toujours important parce que, au-delà de l'amour, ce qui est très compliqué à comprendre, je trouve, c'est que la période de l'adolescence, c'est une période de réactivation de l'enfance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, quand voilà, il va grandir à ses 2, 3, 4 ans, il va vivre plein d'expériences. Ça peut être des expériences de séparation, ça peut être des deuils, par exemple le deuil de la grand-mère, ça peut être voilà, tout ce qui peut vivre, des parents qui se séparent, des déménagements, et cetera. Il va vivre plein d'événements, mais il est dans cette énergie de vie, donc quoi qu'il arrive, les enfants grandissent. Ils continuent, donc finalement ça se passe bien et puis, en gros, à l'intérieur de leur cœur, ils gardent en mémoire quand même, certaines douleurs qu'ils n'ont pas eu le temps d'exprimer et puis ils grandissent. La porte se ferme en général autour de 6 ans, ce qu'on appelle la période de latence et l'entrée en CP, c'est-à-dire que toutes les pulsions, l'agressivité, les fantasmes qu'avait l'enfant sur sa famille, et cetera, ça va diminuer au profit des apprentissages pour pouvoir, voilà, avoir une pensée plus abstraite, apprendre à lire et à écrire. Donc globalement, ils sont à peu près plus sages et tout est à peu près tranquille. Et puis, c'est une idée globale, hein, évidemment, mais ensuite, à l'adolescence, toutes les portes de l'enfance, donc de la petite enfance, donc l'enfance qu'il a oubliée puisque c'était avant ses 4 ans, va se réouvrir. Et là, on va se retrouver avec des enfants qui ont et des adolescents pardon, qui ont des fragilités et on ne comprend pas ce qui se passe parce que globalement, tout allait bien. Tout ça pour vous dire que parfois, un chagrin d'amour va être très, 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 très fort à l'adolescence. Je vous parlais de cette image du suicide tout à l'heure pour illustrer. Alors évidemment, hein, on ne s'affole pas, il n'y a pas que ça. C'est vraiment juste pour donner cette image que l'amour est vrai chez l'adolescent. Mais surtout, il vient aussi réactiver des fragilités qu'il n'avait pas forcément eu le temps de guérir. Donc par exemple, la perte d'un premier amoureux, au-delà de l'amoureux, ça va être, le deuil non terminé, ça va être un chagrin qu'il n'a pas eu le temps, d'exprimer, ça va être, dans la fratrie, j'ai jamais trouvé ma place, mais bon, c'était pas très grave et puis là, je rencontre, pour la première fois l'amour, il me quitte et là, j'ai vraiment l'impression de perdre totalement pied, de perdre confiance en moi parce que j'ai l'impression que rien ne fonctionne. C'est de se projeter vers, justement, s'il y a des difficultés avec les parents, par exemple, ou pas, hein, se dire, mais tiens, c'est quelqu'un d'autre qui, lui, va me voir et va me donner l'amour que je mérite. Et puis finalement, bah, manque de chance, l'ado, lui, c'était juste une petite relation comme ça, de passage, parce que c'était une relation de pur plaisir, alors que pour l'ado, c'était au-delà de ça, c'était vraiment la quête aussi identitaire de est-ce que tu m'aimes comme je suis, où j'ai besoin de sortir de mon cadre familial, donc je m'accroche à cette relation pour être moins dans ma famille. Donc il y a plein d'enjeux en fait autour de ces relations amoureuses. Et c'est ça qui est important, pas d'avoir peut-être tout ça en tête parce que ça fera peut-être un peu lourd, mais juste se dire que parfois dans ce chagrin-là, c'est un chagrin qui est beaucoup plus grand derrière, mais qui va venir le guérir aussi d'anciennes blessures du passé. Et ensuite, quand c'est pas forcément ça à chaque fois, c'est-à-dire un chagrin qui est plutôt qui est un chagrin, mais vous voyez, qui prend pas une ampleur sur quelques mois, où l'enfant se renferme complètement dans sa chambre, euh, qui est presque déprimé finalement. Vous voyez, c'est une relation plus classique où l'enfant est triste, mais il arrive quand même à avoir la ressource et à passer outre. C'est important de pouvoir en parler, mais si l'enfant ne le veut pas, il peut aussi en parler à d'autres que le parent. Ça peut être les grands-parents, ça peut être votre tante, ça peut être une amie. C'est pas forcément obligatoirement le parent. Parce que ce qui est compliqué, c'est que nous, en tant qu'adultes, on veut accompagner l'enfant, mais si vous, par exemple, dans votre relation avec votre propre conjoint ou conjointe, c'est compliqué, si l'enfant a une certaine image, c'est pas toujours évident de mélanger ça, parce qu'à l'adolescence, c'est quand même la période où on a envie de prendre un peu le large et surtout on a envie de faire différemment de ses parents. Donc c'est pas toujours le meilleur moment pour en parler, mais il y a aussi des ados qui sont ouverts et des parents aussi qui sont OK pour en parler, mais l'idée, c'est simplement d'être à l'aise et je crois, de se mettre encore une fois dans cette posture d'ami. Ça veut dire, je t'aide à réfléchir par toi-même. OK, là, tu me dis que c'est compliqué avec lui ou avec elle. Raconte-moi, qu'est-ce que tu trouves compliqué? Et toi, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as dit des choses? Est-ce que tu n'as rien dit? Tu en es où? Et de quoi tu as envie? Pour toi, c'est peut-être trop, tu sais que ça fonctionne pas, tu sais que voilà, qu'il est pas assez sécurisant pour toi, mais pour l'instant, tu n'arrives pas à le quitter. Moi, je comprends, ça prend du temps.
et tout simplement d'en parler, hem, encore une fois, sans donner de conseils, mais juste essayer de comprendre, où est-ce que la personne en est. Donc là où on a l'impression que, ça va être catastrophique pour notre ado, prendre toujours de la hauteur et de se dire: «Mais en quoi ça peut aussi, lui servir par la suite?» Parce que je crois que plus la crise d'ado est forte au moment où elle doit l'être, plus ensuite l'adulte peut se construire parce que voilà, et combien de fois je l'ai observé ça, des histoires passionnelles, des ci, des ça, et puis après, voilà, 18 ans, 20 ans passent, ils deviennent totalement, stabilisés parce qu'ils ont déjà vécu cette immense passion. Alors que parfois, il y a des adultes qui ne l'ont pas vécu et c'est à 30, 40, même parfois 50, ils lâchent tout et ça y est, ils redeviennent, ces amours, adolescents parce qu'ils n'ont pas vécu cette espèce de, oui, de folie douce. Ouais. Et alors, est-ce que c'est grave selon toi si cette folie douce, comme tu le dis si bien, n'est pas vécue, que ce soit d'un point de vue crise d'ado ou même si son enfant ne vit aucune relation amoureuse à l'âge adolescent? Alors ça, comme je le disais au début, il y a vraiment des caractères. C'est-à-dire qu'il y a des adolescents qui ne s'occupent pas du tout de l'amour, ça leur passe complètement dessus. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur passion, c'est peut-être voyager, c'est autre chose, et ils construiront peut-être même leur vie, différemment en étant un peu plus indépendants parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et puis, ils en auront peut-être besoin plus tard. Et d'autres, et on le voit même chez les tout petits, hein, ils ne parlent que de ça, ils ont besoin de ce sentiment d'amour pour se sentir, exister. Donc je ne crois pas qu'il y ait de règles par rapport à ça. Et puis aussi parce que l'amour, on ne le choisit pas. On a beau, essayer ci ou ça, vous savez, il y a des amours de jeunesse, qui se connaissent à 13 ans, 14 ans. C'est comme une reconnaissance, mutuelle, et ils sont mariés pendant, plus de 40 ans, enfin même, qui se connaissent toujours, voilà, ou d'autres amours très, très forts, donc il y a aucune règle, et puis, d'autres qui se retrouveront, peut-être 40 ans plus tard, et puis d'autres qui connaîtront finalement leur premier grand amour à 50 ans. Dans le sens, grand amour, dans le sens, voilà, quelqu'un qui leur correspond vraiment. Donc je ne crois pas qu'on puisse choisir ça. Il y a une rencontre et ça, personne ne peut le décider. Donc il y a pas de, je crois qu'il faut faire confiance à la vie, et puis, voilà, il y a des personnes qui auront, sur le plan de la carrière, sur le plan des activités, une vie très riche, et puis, l'amour viendra après, et puis d'autres, vont c'est comme un jeu où on laisse sa place. Voilà, on peut, être dans une relation à 20 ans et être très, très heureux, avoir 2, 3, 4 enfants, et puis après à 40 ans se dire: «Non, maintenant j'ai envie de vivre pour moi, j'ai envie de faire des expériences, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'autre chose que la famille». Dans notre vie, on a besoin de tout exprimer, mais peu importe si c'est dans l'ordre ou pas. Si c'est à 14 ans que je vais vivre la grande passion, ou si c'est à 50, qu'importe. Vous voyez, il y a pas de sujet par rapport à ça. Je crois que c'est plutôt au contraire, en ayant une image, de la vie qui soit un peu figée, un peu chronologique, que finalement on s'en rend malheureux parce que ça correspondait pas à notre cheminement. Sauf qu'on s'accroche à des espèces de fantasmes, qui des fois ne correspondent même à personne, hein. Quand on écoute les gens dans l'intimité, on est bien étonné, même de personnes qui regrettent d'avoir été mariées, qui regrettent d'avoir des enfants, mais ça se dit dans l'espace, intime, dans l'espace de la psychothérapie, ça se dit rarement, aux copines parce qu'on a peur d'être jugé, évidemment. Dès qu'on touche à l'amour et aux enfants, c'est un sujet qui est tellement tabou. Mmh. Est-ce que tu conseilles aux parents de proposer aux ados de rencontrer leur amoureux ou leur amoureuse? Alors, on fait comme on en a envie. Après, ce qui peut, sécuriser l'ado souvent, c'est que ce soit vraiment de manière naturelle, pour dire: «Bah, tiens, on peut organiser une petite fête si tu as envie d'inviter tes copains, si tu as envie d'inviter ton amoureux ou ton amoureuse», enfin que ce soit assez fluide en fait, et puis, d'attendre aussi que l'enfant ait envie. Parce que si on est une maison assez ouverte, de dire: «Mais si tu as envie, bah, monte dans ta chambre, nous on te dérange pas», et puis, de faire les choses, tout à fait, naturellement. En fait, faut pas que ce soit officiel, parce que ça, l'ado, c'est évidemment, c'est toujours un peu compliqué, mais plutôt de dire: «Mais venez à la maison, si tu nous, on peut sortir, aller au cinéma», enfin, voilà. Moi, pour moi, c'est plutôt de dire à l'enfant qu'on est content pour lui, que, s'il a envie, que de ramener sa moitié, voilà, qu'est-ce qui le met à l'aise? Est-ce que tu veux qu'on soit là? Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble ou pas? Et puis voir aussi,
comment ça se passe naturellement, parce que j'ai pu observer que parfois il y a des ados aussi, quand le parent est assez ouvert, qui sont tellement contents de parler à un autre adulte que finalement, il y a des liens qui se créent en fait. Et j'avais Oui. un exemple récemment et c'est une amie qui travaille avec moi et son fils donc a une amoureuse et cette jeune fille n'arrête pas de parler à la mère du fils parce que voilà, elles sont contentes d'échanger avec ses parents, ça se passe pas très très bien. Et son fils lui dit écoute maman, arrête de parler avec elle, c'est bon, c'est mon amoureuse. Parfois des fois, ça se passe complètement différemment parce que souvent, ce qui est très beau d'ailleurs chez les ados, c'est qu'ils savent capter là où il peut y avoir une autre figure parentale et parfois c'est même l'inverse qui se passe. Mais pour ça, je crois qu'il faut avoir ce positionnement où voilà, on est ouvert. C'est aussi toi qui décides sans être intrusif, quoi, finalement. Je crois que le clé, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où on n'est pas intrusif, on ne cherche pas à savoir pour savoir, mais que c'est tout à fait naturel, ça se passe très bien. Et je me permets de faire une petite digression, mais tu as dit pendant cet échange que souvent ce qu'on revivait pendant l'adolescence, bon je vais pas le dire aussi bien que toi, mais c'est des choses que l'on a vécues à la petite enfance, donc entre 0 et 4 ans. Est-ce que tu voudrais bien revenir sur ce phénomène? Je t'avoue que ça m'intéresse pas mal. Bien sûr. L'idée, c'est que je vais vous donner un exemple peut-être plus précis. Par exemple, il y a des difficultés de séparation dans la petite enfance. Imaginons, la maman travaille beaucoup, donc le petit enfant a du mal quand même dans les liens, par exemple, parce que pour X raison, voilà, le parent n'a pas pu être là, et c'est pas grave, mais en tout cas, il le ressent comme ça. Ça peut être aussi, imaginons, un deuil, donc le deuil de la grand-mère, et du coup, tout le monde est polarisé sur cette grand-mère qui est partie, puis on a du mal à investir son enfant parce que l'enfant, il arrive juste après un deuil, par exemple, dans une situation compliquée. Ça peut être des choses aussi beaucoup plus subtiles, c'est pas forcément des événements aussi marquants. Toujours est-il que l'enfant, il a l'impression, même quand c'est pas vrai, entre guillemets, mais en tout cas dans sa réalité à lui, il a l'impression qu'il peut être un peu abandonné, qu'il peut être un peu mis de côté, ou à l'inverse, il s'est investi énormément sur la grand-mère, et puis parce que justement le parent n'était pas là, et puis la grand-mère meurt, donc il a vraiment l'impression qu'on lui arrache un bras, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'il a une forme de fragilité. Mais ça, c'est chez tous les enfants, hein. Il n'y a pas de règle par rapport à ça, mais voilà, tous les enfants, à un moment donné, ont une petite cicatrice, on va dire ça comme ça, qui font aussi la beauté de la vie, puisqu'il en fera quelque chose plus tard. Mais encore une fois, quand on est enfant, on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps de s'appesantir et même de s'exprimer, parce que quand on est petit, à 3-4 ans, bien sûr qu'on parle, mais quelles émotions vous voulez dire, à part je suis Ouais. triste. C'est Mm. compliqué d'élaborer pour un enfant. C'est Mm. compliqué de dire. Vous voyez, par exemple, j'ai un enfant là qui vient en séance. Alors, il a 3 ans et demi, il a déménagé 4 ou 5 fois. C'est beaucoup pour un enfant, Ouais. même pour nous adultes. Même pas, quand je dis 5 fois, c'est carrément de ville, hein. Mm. Est-ce qu'il va pas le nommer? Il va pas me dire ah, tu sais, Florence, j'aimerais bien rester dans cette maison cette fois-ci. C'est impossible. Comment voulez-vous Ouais. qu'il dise ça? Donc, lui, il vit, il joue. Alors, il a des petites fragilités, mais il joue, il y va. Et imaginons ce même enfant qui rencontre un amoureux une amoureuse à son adolescence. Il tombe amoureux, tout se passe bien. Et puis, la petite fille, par exemple, déménage. Chagrin d'amour. Là, au lieu de se dire, bon voilà, imaginons il a 14 ans, que ce soit un chagrin, on va dire classique, puis voilà, qu'il pleure et qu'il oublie peut-être au bout d'un mois, je dis n'importe quoi. Là, ça va être un tsunami dans son cœur. Parce que non seulement il y a la séparation avec cette jeune fille, mais ça vient réactiver tous les déménagements précédents. Mais ces déménagements-là, il les a oubliés. Il le sait parce qu'on lui a raconté son histoire, mais il a oublié tout ça. Par contre, là, il a un chagrin si fort qu'il peut même avoir quelques traits dépressifs sans forcément tomber en dépression, mais en tout cas, peut-être mettre 1 an à s'en remettre, par exemple. Et là, on comprend pas. On dit, mais écoute, c'était, voilà, c'était premiers amours, mais voilà, elle déménage, c'est la vie. Toi, on comprend pas, nous, adultes. On se dit, mais pourquoi ça l'a autant choqué? Pourquoi il y a des adolescents qui, encore une fois, veulent se suicider ou pensent à cet amoureux pendant 1 année, 2 années, qui perdent totalement confiance en eux, etc. On comprend pas.
Mais souvent, quand c'est disproportionné, entre guillemets, c'est qu'en réalité, si on peut le comprendre, mais il ne faut pas regarder sur l'événement du présent, donc la jeune fille qui a déménagé, mais l'événement du passé, à savoir tous ces déménagements qui ont chamboulé la vie de l'enfant, mais qui n'ont pas pu être exprimés. Parce qu'enfant, l'enfant n'avait pas les mots, et puis surtout, c'est difficile. Quand on est petit, on vit, on ne réfléchit pas. Puis après, et puis ça peut être même après, à l'adolescence, ça peut être même à 20 ou 30 ans, où là, c'est un choc terrible. Ça peut être même souvent, on donne l'exemple, là c'est un peu différent, mais l'exemple d'un chien, par exemple, la perte d'un chien. On n'est pas du tout égaux par rapport à ça. Donc on se dit, mais écoute, c'est un chien, bon c'est vrai, je peux comprendre que tu sois triste, mais il ne faut pas non plus exagérer. Mais si cet adolescent, il a mis tout son amour depuis qu'il était enfant, parce qu'il était souvent seul à la maison, ou qu'il se faisait justement harceler ou embêter, qu'il racontait tous ses secrets à son chien, ou que c'est son chien qui l'a appris à marcher, il lui tirait sur les poils comme ça, il se hissait, et qu'il a toujours été cette figure repère. Alors quand il perd son chien, il perd pas son chien, il perd son repère. Et du coup, dans le fantasme, c'est pas du tout pareil qu'un autre enfant qui, lui, a déjà eu 2 ou 3 chiens, qui a une vie tout à fait classique, qui voit le chien comme un compagnon, bien sûr, il l'aime, mais il n'a pas été investi comme celui qui était toujours là quand il était tout seul à la maison, par exemple. Et c'est pour ça que c'est difficile de comprendre le chagrin de l'autre, parce que le chagrin de l'autre, il a toujours une raison, et il a toujours une bonne raison. Même si nous, ça nous paraît exagéré, l'adolescence, il vit si fortement les choses, c'est important de pouvoir l'écouter. Et après, quand on peut, parce qu'on n'est pas non plus tous psychologues, il faut aussi, chacun a sa spécialité. Mais en tout cas, simplement de se dire, si c'est fort, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui l'a touché, je ne sais pas quoi, peut-être que je peux poser des questions, peut-être que je ne saurais pas, mais c'est pas très très grave en fait. Simplement, j'accepte que mon enfant traverse un véritable chagrin, et qu'en rien, c'est une petite amourette comme je pouvais me le représenter. Le chagrin, c'est le chagrin, point. Plus on accueille ne serait-ce que le plus petit chagrin de son enfant, plus on est capable d'accueillir le nôtre en tant qu'adulte. Je trouve qu'il y a une sorte d'effet miroir quand on est vraiment bienveillant avec son enfant et qu'on ne fait pas semblant, c'est vraiment, on est vraiment là pour lui. Il y a quelque chose qui s'adoucit en nous aussi, qui se réconcilie aussi sur l'écoute qu'on peut avoir par rapport à nous-mêmes. C'est magnifique et merci beaucoup pour ça. Pour clôturer sur le sujet de l'amour, est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager à nos auditeurs qui s'occupent d'ados sur le sujet de l'amour ? Je crois que aimer, c'est prendre un risque et que y a de vivre autant d'amour que de chagrin d'amour, ça nous rend profondément vivants. Donc allons-y. Super, allons-y. Merci beaucoup Florence et à très bientôt. À bientôt Stéphanie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.